Il est temps de parler concret, encore plus concret, c'est retour de terrain. Elisa, on commence avec vous. Chez Enedis, comment la mesure de l'impact s'intègre dans vos décisions au quotidien? Alors, je dirais que, d'abord qu'on a un regard assez, lucide et je dirais pragmatique sur, notre impact, Mmh. parce que, ben, on prend en tout cas, on assume complètement ces 2 facettes, à la fois, positives et Oui. négatives. On a, on en parle d'ailleurs de façon assez transparente, on le dit dans nos prises de parole, dans nos publications en interne, tout simplement parce que les activités d'Enedis sont très visibles. Nos salariés le sont aussi, en fait. Par exemple, qui ne connaît pas nos voitures bleues qui sillonnent toute la France. Donc, clairement, oui, enfin, on a une visibilité et une exposition, parce qu'on intervient en fait sur 95% du territoire en France. On a un ancrage territorial très très fort. Mmh. Et notre cœur de métier, c'est d'apporter au quotidien une électricité décarbonée à 95% Mmh. à 39 millions de clients Mmh. et de rétablir l'électricité le plus vite possible face à des crises climatiques de Mmh. plus en plus nombreuses, que ce soit Mmh. les tempêtes, les inondations, les canicules. Et on a aussi un rôle dans la transition écologique, parce que aujourd'hui, c'est 90% des énergies renouvelables, que ce soit les éoliens et les panneaux photovoltaïques, sont raccordés au réseau d'Enedis, Enedis. au réseau Mmh. d'électricité. Et on aura aussi à jouer, on joue encore un rôle dans l'électrification des usages. Je pense que tout le monde a entendu le Premier ministre qui parlait d'un plan d'électrification d'usage, où on prévoit deux voitures neuves sur trois qui doivent être électriques à horizon 2030, les coups de pouce aux ménages qui doivent s'équiper de pompes à chaleur. Et ben, tout ceci ne serait pas possible sans Enedis, parce qu'il faut aussi bien les bornes de Mmh. recharge pour le raccorder et pour les voitures électriques et les pompes à chaleur. Bah, en fait, ça ne pourrait pas marcher si ils n'étaient pas Mmh. raccordés au réseau. Et tout Mmh. ça, bah, on ne le fait pas seul. On le fait avec des partenaires, des prestataires, des fournisseurs. Mmh. Ça crée des emplois en France. On a 99% de nos prestataires qui sont en France, qui sont localisés. Donc, 60 000 emplois environ qui sont créés chaque année grâce aux activités d'Enedis. Donc, clairement, Enedis, c'est une entreprise qui crée Mmh. de l'impact positif. Mais en même temps, bah, on est un gestionnaire d'infrastructure, donc on a d'impact Oui. négatif. Nos chantiers émettent du CO2, nos lignes aériennes ont des pressions sur la biodiversité. On est conscient de ça, on est assez transparent et en fait, on fait en sorte d'avoir des mesures d'atténuation de ces impacts. On a mis en place depuis 2023, d'ailleurs on l'a publié, une matrice de double matérialité justement qui rend compte en fait de ces impacts, que ce soit encore une fois des impacts positifs ou négatifs. Mmh. L'impact score, on l'a publié parce qu'il y en Mmh. a aussi qui le travaillent mais qui ne le publient pas. On l'a mis dans notre rapport de mission, justement, pour montrer aussi la progression. L'idée, c'est pas de dire qu'on n'a pas d'impact positif ou négatif. L'idée de dire qu'est-ce qu'on met en place. On est une société qui fait des actions, qui agit, parce qu'elle est consciente de les doubles faces de ces impacts. Sur l'impact score, on l'a aussi proposé, on l'a fait aussi avec nos salariés. Les salariés ont mis même un nouvel outil en s'inspirant de l'impact score pour toute décision opérationnelle. Et donc, on va montrer cet outil au prix de Enedis Innov cette année. Parce que vraiment l'outil est compréhensible dans toutes ses dimensions. Et à nos fournisseurs, nous l'avons aussi proposé, l'impact score, tout simplement parce que... Et comment ils se l'approprient alors, vos En fournisseurs? fait, alors, on a fait une feuille de route commune RSE avec nos parties prenantes, fournisseurs et prestataires de travaux, Mmh. parce qu'on a dit, voilà, on a envie d'avancer, on n'a pas envie d'avancer seul et on a envie que toute la filière avance avec nous. Il faut savoir que les achats d'Enedis constituent un peu moins de
5 milliards par an. Donc on est un grand donneur d'ordre dans toutes les régions en France, dans les territoires. Et donc on a dit, on l'a fait nous. Cet impact score, donc d'un point de vue exemplarité, bon, ça jouait. Et dans cette feuille de route de mission, on a mis quelques orientations. La première était de ancrer la RSE dans le quotidien de toute la filière, donc avec un certain nombre d'outils. Et on a également encouragé à ce que les fournisseurs puissent utiliser les prestataires aussi. Donc vous avez créé des outils internes inspirés de l'impact score quelque part. Voilà, beaucoup plus opérationnels pour toutes. Et est-ce que donc ça transforme vraiment les pratiques? C'est pas juste une exigence supplémentaire pour eux, quoi. Bien sûr. Alors il y a tout un faisceau d'actions qui transforment les pratiques. Nos salariés sont très fiers de travailler dans une entreprise à mission. On a une feuille de route de mission, on a un comité externe qui nous challenge en bienveillance. On a mis un représentant de la nature, ça va dire quelque chose à Thomas, dans notre comité de mission parce qu'on a Gilles Boeuf. Donc clairement, on est dans un environnement d'experts et de gens engagés qui nous challenge, y compris nos salariés qui posent des questions très très pertinentes et qui remet en cause un certain nombre de pratiques, et on change nos pratiques pour aller vers des pratiques plus vertueuses. Et les mentalités mettent forcément un petit peu de temps à changer. Quand on positionne un nouveau type d'indicateur, nous à l'époque on a mis par exemple l'intensité carbone sur le chiffre d'affaires, ça a été un signal pour dire maintenant on veut regarder les deux de façon corrélée, et donc on saura dire quelle est la création de valeur financière qui est la moins destructrice par ailleurs. C'est pas dès le lendemain que les directions commerciales et fonctions de direction de nos agences se sont instantanément saisies du sujet pour transformer les feuilles de route commerciales. En revanche, elles ont commencé à regarder un petit peu différemment le type de secteur qu'elles voulaient adresser, le type de compte qu'elles voulaient développer plus ou moins. Et c'est là que je trouve intéressant le fait de décliner des outils qui soient adaptés, spécifiques au métier d'Enedis, au métier de Norcis, au métier de FAS, etc. C'est de créer des versions, pas meilleures, mais des versions plus pertinentes pour des contextes qui sont différents. Et parce que pour que la culture d'entreprise, elle change, et que, donc que les humains qui sont dedans changent, il faut forcément un petit peu de temps au départ. Ça vient être en friction avec des habitudes opérationnelles qui sont difficiles à faire changer. Et, Marine, c'est votre cas aussi chez FAS. Vous êtes inspiré, vous avez des outils qui sont inspirés de l'impact score? Alors, je ne le présenterai pas aussi directement. Étant donné qu'on est une fondation reconnue d'utilité publique, on a dû nécessairement créer nos propres indicateurs, mais on utilise l'impact score dans la manière dont on va animer et mieux comprendre les besoins et les enjeux de nos entreprises partenaires. Donc finalement, évidemment, le lien se fait in fine sur le terrain, bien sûr. Mais dans notre démarche de mesure d'impact, on a été accompagné évidemment par un cabinet extérieur, justement pour s'éloigner du biais qui serait de dire j'aimerais bien qu'on oriente le résultat de la mesure d'impact vers une direction qui m'arrange. Donc on avait fait appel à un observateur externe pour nous aider à pouvoir matérialiser des indicateurs, et l'idée c'est de pouvoir maintenant s'autonomiser et pouvoir le faire de manière beaucoup plus régulière et aller à la rencontre du coup des collaborateurs d'entreprise qui sont un peu plus de 8000 à s'engager à nos côtés chaque année sur des actions qui peuvent être très ponctuelles, aller dans un collège, présenter son métier à une classe de collégiens pour ouvrir le champ des possibles dans un monde où on sait qu'en France, un collégien de quartier politique de la ville a en moyenne 5 métiers en tête au moment où il se pose la question de son orientation scolaire. Donc FAS agit en passant les portes de l'entreprise avec des collaborateurs pour pouvoir justement ouvrir les perspectives à ces jeunes et leur montrer que finalement tout est possible et tout est accessible. Donc ça, c'est sur le champ de l'éducation et de l'accès à un choix d'orientation qui soit vraiment véritablement choisi en conscience. Sur le champ de l'inclusion vers l'emploi, on a des actions qui nous permettent d'accueillir aussi des collaborateurs d'entreprise sur nos programmes, que ce soit sur des ateliers coaching, du parrainage, du marrainage, des ateliers de reprise de confiance en soi, j'en parlais. Et in fine, ce qu'on voit, c'est que pour le collaborateur qui s'engage, et je pense, Elisa, vous le voyez au quotidien, chez les collaborateurs d'Enedis qui s'engagent, que ce soit chez FAS ou ailleurs, c'est qu'il y a une véritable prise de conscience du rôle que l'entreprise peut et doit avoir en matière d'engagement sociétal. C'est aussi des chiffres qu'on actualise chaque année grâce à un partenariat qu'on a avec Opinionway qui nous permet d'éditer un baromètre de justement des attentes des collaborateurs d'entreprise vis-à-vis des entreprises sur ce sujet de l'impact, qui est extrêmement intéressant et qui voit que chaque année, que ce soit sur l'impact social ou environnemental, dans la tête des salariés, c'est évidemment hyper important de pouvoir avoir les clés et un espace pour agir. Et ça se matérialise très bien chez FAS puisqu'on accueille du coup des collaborateurs pour le faire. Et in fine, une fois qu'ils sortent des programmes de FAS, une fois qu'ils se sont engagés, souvent ils reviennent déjà, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et 100%
des collaborateurs qui s'engagent avec FAS disent qu'ils ont un sentiment d'appartenance à leur entreprise et un sentiment de fierté qui en émane. Donc on voit bien que c'est gagnant-gagnant aussi pour l'entreprise qui décide d'allouer du temps à ses collaborateurs. Et si je vais un peu plus précisément dans la mesure d'impact, on voit que 53% des collaborateurs qui s'engagent avec nous renforcent donc leur adhésion à l'entreprise, 36% qui repartent avec un sens et davantage d'épanouissement au travail. Donc on voit qu'en termes de coûts évités, de bien-être au travail, le rendez-vous aussi, on est au rendez-vous plus précisément. Et enfin que 29% des collaborateurs qui s'engagent avec nous acquièrent de nouvelles compétences. Donc FAS, c'est ce réseau d'entreprises, plus de 5000 entreprises qui sont engagées dans les territoires à nos côtés et qui, grâce au levier et au temps de leurs collaborateurs, à leur expertise, nous permettent d'accompagner chaque année plus de 400 000 personnes vers l'inclusion. Magali, est-ce que vous avez d'autres exemples un peu phares d'entreprises qui ont créé des outils, leurs propres outils internes inspirés de l'Impact Score? Alors en général, ce qui se passe, c'est que plutôt elles vont utiliser l'Impact Score et le déployer au sein de leur écosystème. C'est de cette manière-là que ça fonctionne en général. Et on parlait tout à l'heure du trop petit volume d'entreprises qui fait l'exercice de la mesure d'impact. En fait, nous, aujourd'hui, on s'appuie vraiment sur des relais, sur des prescripteurs qui sont différentes parties prenantes des entreprises. Donc, on va avoir des financeurs, des acteurs bancaires, des collectivités territoriales, on va avoir des incubateurs, enfin voilà, vraiment pas mal de parties prenantes des entreprises qui vont déployer l'Impact Score au sein de leur propre écosystème. Et souvent, c'est plutôt de cette manière que ça fonctionne. C'est aussi un enjeu de simplification pour les dirigeants, puisque au lieu d'avoir un questionnaire de sa collectivité, un questionnaire de la partie prenante numéro 1, de son client, etc., on va pouvoir faire son Impact Score et ensuite le partager à l'ensemble de ses parties prenantes. Et donc, c'est vraiment le message qu'on porte. Et pour ça, ce qu'on permet de faire, c'est que les prescripteurs, donc comme les clubs de la Fondation FAS, par exemple, qui utilisent l'Impact Score au sein de leur écosystème, auprès de leurs différents acteurs, ils vont pouvoir piloter dans un tableau de bord les données Impact Score des entreprises avec lesquelles ils travaillent et donc pouvoir avoir une donnée consolidée aussi sur l'ensemble d'un portefeuille, parce que quand on parle de mesure d'impact, c'est intéressant sa mesure d'impact directe et puis il y a la mesure d'impact consolidée aussi quand on agit avec beaucoup de structures différentes, de pouvoir voir ce que ça donne quand c'est consolidé. Et quand une entreprise fait son premier Impact Score, vous allez répondre aussi, est-ce qu'il y a un décalage entre ce qu'elle pense faire et le moment des résultats? Alors, je pense que c'est plutôt Elisa qui devrait répondre. Vous n'avez pas de retour là-dessus global? Alors, en fait, c'est donc le calcul, l'affichage du score, il est instantané. Ce qui est intéressant, c'est plutôt dans le sens d'entreprises qui nous disent, en fait, en faisant mon Impact Score, j'ai vu que j'avais des bonnes notes sur tel et tel sujet. Et je pensais même pas que c'était de l'impact, en fait. Je pensais que, voilà, moi, ça peut être... Alors, moi, il y avait quelque chose qui m'avait marqué, mais c'était... justement une entrepreneuse qui était en quartier prioritaire de la ville et du coup elle avait en remplissant le questionnaire elle avait indiqué donc son profil, etc., et elle voyait que ça lui rapportait des points dans son questionnaire, dans son Impact Score, alors que pour elle c'était juste normal et elle voyait même pas pourquoi c'était différent en fait quand on était sur des... Alors que nous on a eu l'inverse, puisqu'en fait on n'avait jamais regardé quelle était la part de nos effectifs qui étaient issus de quartier prioritaire de la ville, et en le faisant alors qu'on se pensait mature et on l'est sur un certain nombre de sujets, on s'est rendu compte qu'on avait un angle mort, et il peut en y avoir d'autres. Donc à la fois, c'est prendre conscience de ses forces et de se rendre compte que peut-être parfois on a complètement omis certains sujets de société qui sont ceux de rendre accessibles. Et donc vous avez pris des mesures en conséquence? On essaye, mais en l'occurrence dans nos métiers où nos clients nous demandent du bac+7, c'est un petit peu difficile parfois parce qu'il faut que toute une filière se mette en œuvre et que dans les écoles aussi ce soit plus inclusif, etc. Mais ça n'exclut pas qu'on essaie de faire des efforts et que par exemple on puisse se dire un jour peut-être qu'à profil égal, il faudrait qu'on soit capable de faire un choix qui soit un choix prioritairement en faveur de gens qui sont issus des quartiers prioritaires de la ville. Ça s'appelle la discrimination positive et c'est pas un choix qu'on a fait aujourd'hui, mais ça pourrait devenir une des options si demain on jugeait que c'était nécessaire pour vraiment rendre ces jobs plus accessibles. Qu'en est-il chez Enedis? Qu'est-ce que vous avez découvert? Combien on a chez Enedis sur Impact Score? Alors, la première évaluation date de 2024. De mémoire, on avait 78 et en 2025, 83. Donc, on a... C'est très élevé pour une boîte de cette taille-là. On a progressé, oui. La moyenne, c'est 54. Et je dirais, en fait, tout est en plus
même si c'est une auto-évaluation, les éléments de réponse, les commentaires, tout est public. Donc, on ne va pas inventer des indicateurs ou des mesures qui n'existent pas pour, on va dire, faire augmenter la note. Hein. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez découvert ou en fait, une première mesure de prise un peu phare Pour revenir à les jeunes, les issus des quartiers prioritaires, nous, on a eu une difficulté. Alors, on sait que ça existe parce que, clairement, on travaille beaucoup avec des personnes qui ont entre bac plus 2. Ça fait partie, en fait, de recrutement que nous faisons, encore une fois, dans 95% de territoires en France, mais l'adresse n'étant pas quelque chose d'obligatoire légalement au niveau des dossiers RH, on n'a pas pu faire le matching. Donc, on voit que c'est important, mais on ne peut pas mesurer, là, pour le coup, pour des raisons légales. Mais pareil, sur le partage, je le disais, un partage de la valeur entre les parties prenantes, on a aujourd'hui un accord d'intéressement qui est basé sur pas seulement quelques critères financiers, mais surtout des critères métiers. Donc, on a eu un très bon score. Sur tout ce qui est limitation ou des écarts de rémunération, évidemment aussi, on a un très bon score. Et donc, du coup, ça nous donne aussi des idées pour mettre en valeur un certain nombre de choses dans d'autres publications ou même auprès de notre comité de mission. Et je terminerai juste par dire que les angles sont les angles pris par Impact Score sont très intéressants parce que, encore une fois, on n'est pas focalisé sur l'impact négatif. On dit comment on limite socialement, écologiquement. On a cette partage de la valeur partage de pouvoir qui est évidemment très fort aussi chez Enedis et donc très important. Et on va aussi sur ce qu'on appelle stratégie à impact positif. Donc, ça permet aussi aux entreprises, sans que ça soit de greenwashing, d'assumer que, oui, les entreprises, en tout cas certaines, ont des impacts positifs et il ne faut pas se le cacher. Parce que dans ce backlash, il y a aussi ce contre-courant qui dit que voilà, le peu qu'on fait de positif, parfois on ne le dit pas et donc c'est très dommage. Merci beaucoup à tous les quatre. On passe à notre dernière séquence.